On a tous un peu cette image en tête, non? Le travail, c'est le sérieux, la contrainte, Le devoir, voilà. Et à l'opposé, le jeu, qui serait la liberté, le plaisir, presque la futilité. absolument. Déjà en 1932, le philosophe Alain, il disait se méfier des leçons amusantes. Pour lui, il fallait un apprentissage sévère, presque rustique. Et pourtant, aujourd'hui, on n'entend parler que de ça. La gamification. On veut mettre du jeu partout, et surtout au bureau. C'est quand même un sacré retournement. C'est un retournement complet, oui. On a très longtemps cru que c'était deux mondes incompatibles, comme l'huile et l'eau. Et là, on essaie de les mélanger avec des résultats, disons, assez contrastés. Exactement. Et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans un article de recherche de Julien Alvarez qui s'intitule Jeu au travail, enjeux et contre-effets. Très bon article. L'idée, c'est vraiment de comprendre qui introduit le jeu au travail, dans quel but, et surtout de regarder ce qui se passe quand ça dérape un peu. Quels sont les effets pervers, les conséquences inattendues. Et la question de fond que pose l'article, elle est passionnante. Est-ce que le jeu au travail, c'est juste un gadget pour faire augmenter la productivité? Une sorte de carotte un peu infantilisante? C'est ça. Ou est-ce que, si on y regarde de plus près, il peut devenir un révélateur très puissant des relations de pouvoir, des tensions, de toutes les dynamiques cachées dans une entreprise? Ah oui, c'est beaucoup plus profond qu'une simple histoire de baby-foot dans la salle de pause. Carrément. Pour nous aider à y voir plus clair, l'auteur propose une grille de lecture, une sorte de carte pour naviguer là-dedans. Oui, il construit ce qu'il appelle un carré logique, qui est en fait très simple à comprendre. Il se base sur deux questions. La première question, c'est qui est à l'initiative du jeu? D'accord. Est-ce que c'est le manager, le superviseur, ou est-ce que c'est l'employé, le subordonné? Ok, donc l'impulsion vient d'en haut ou d'en bas. Et la deuxième question. La deuxième, c'est la nature du jeu. Est-il licite, c'est-à-dire officiel, autorisé, même encouragé par la boîte, ou est-il illicite, donc caché, non officiel, fait un peu en douce? Superviseur ou subordonné, licite ou illicite. Ça nous donne 4 combinaisons, 4 grands scénarios qu'on va pouvoir décortiquer. Exactement. Commençons par le plus évident peut-être. Le jeu licite, autorisé, mais qui vient des employés eux-mêmes. Alors, on pense tout de suite aux parties de cartes à la pause déj ou aux tournois de ping-pong entre collègues. Oui, Mais l'article nous emmène ailleurs, vers un truc beaucoup plus subtil. Les jeux que les travailleurs inventent eux-mêmes pendant qu'ils bossent, pour rendre le travail supportable. comment ça? Des jeux en travaillant? Absolument. Et c'est pas du tout nouveau. L'article cite une étude fascinante de Donald Roy, ça date des années 50. Il a observé des ouvriers sur des chaînes de montage, un travail incroyablement répétitif. J'imagine, oui. Pour pas devenir fou, ils inventaient des micro-jeux. Je dois finir 15 pièces bleues avant la prochaine pause. Ou alors, je fais la course avec mon voisin de chaîne. C'était une vraie stratégie de survie mentale pour tenir le coup. Et ça existe encore aujourd'hui, j'imagine. Bien sûr, l'article prend l'exemple des reapers, les éboueurs. Certains transforment la collecte en un jeu d'adresse. Ils se lancent les sacs poubelles pour les faire atterrir pile dans le camion, comme des basketteurs. C'est incroyable. Ça casse la monotonie, ça crée du lien. Mais attendez, ce qui est contre-intuitif ici, c'est l'effet sur la productivité. On pourrait penser que jouer, ça fait perdre du temps, mais en fait, non. C'est toute l'ambiguïté, hein. Parfois, cette petite compétition amicale, ça accélère la cadence. On veut finir plus vite, donc on produit plus. D'accord. Mais l'inverse est aussi vrai. Face à des objectifs fixés par la direction jugés irréalistes ou épuisants, les employés peuvent utiliser ces jeux informels pour ralentir, Ah, pour réguler le rythme et le rendre soutenable sur le long terme. C'est aussi un moyen de gérer le stress intense dans des métiers à haut risque, comme le nucléaire ou le forage pétrolier. Le jeu aide à dédramatiser une situation qui est angoissante. d'accord. Donc les employés créent spontanément des jeux pour s'adapter, pour survivre à la routine ou à la pression. Mais alors, que se passe-t-il quand l'idée vient d'en haut? Quand le manager installe un baby-foot et décrète que maintenant, on va s'amuser. Ah là, C'est là qu'on entre dans le territoire de la fameuse gamification. exactement, c'est notre deuxième cas. Le jeu licite du superviseur. L'intention affichée, elle est souvent double, améliorer le bien-être pour booster la productivité et fidéliser les talents. Classique. Mais le premier contre-effet le plus basique, c'est que dans un open space, une table de ping-pong, ça fait du bruit quoi. Ça déconcentre ceux qui essaient de travailler à côté. C'est sûr. Mais au-delà de ça, il y a tout ce business des serious games, ces jeux dits sérieux. Oui, et on peut les regrouper en deux grandes familles. D'abord, il y a les jeux qui sont orientés vers la performance pure. Et l'article donne des exemples assez glaçants. Ah oui,
On a des employés dans des entrepôts qui doivent suivre le rythme d'un dragon virtuel sur un écran. S'ils sont pas assez rapides, le dragon perd de la vie, Non, et si le dragon meurt, l'employé peut être licencié. c'est terrifiant. Le jeu devient un outil de management par la peur. Le risque, c'est que les employés se sentent complètement infantilisés, non? Voire manipulés. Totalement. Ça peut être perçu comme un contrôle déguisé, et ça entre en conflit total avec les petits jeux que les employés avaient créés pour eux, qui étaient eux des espaces de liberté. Et la deuxième famille de jeux, Le recrutement avec des escape games pour tester les candidats. Et même des jeux pour libérer la parole. L'idée de faire parler des médecins de leurs erreurs en utilisant des Playmobil pour dépersonnaliser la faute. C'est assez malin sur le papier. Sur le papier, oui, mais ça ne marche que si la confiance est déjà là. Si on vous demande de parler d'un sujet sensible avec une figurine devant votre chef, la pression est immense. C'est clair. L'article cite un cas catastrophique de recrutement organisé comme l'émission The Voice, où les managers étaient les jurés qui se retournaient. Ou pas. Oh non! C'est potentiellement d'une violence et d'une humiliation extrême pour les candidats. L'article mentionne aussi l'innovation, les hackathons, avec des exemples hallucinants. Ah oui? Une entreprise qui demande à ses salariés d'être créatifs, d'innover par le jeu, mais sur leur temps de pause. C'est fou. Ou cet exemple incroyable d'un grand fabricant de jouets danois, pour stimuler l'innovation, ils organisent un concours d'idées. Sauf que les employés se sont mis à voter stratégiquement pour les pires projets de leurs collègues. Pour augmenter leurs chances. Exactement, pour favoriser leur propre projet. Résultat, Une ambiance détestable et la fin du projet. ça montre bien que l'outil ne fait pas tout, le contexte humain est décisif. D'accord. On a vu le jeu officiel. Explorons maintenant la face cachée, le jeu illicite. En commençant par celui du subordonné, là on pense tous à la même chose. Le solitaire. La partie de solitaire ou de démineur lancée en cachette quand le chef a le dos tourné. C'est le cliché absolu. L'article cite une estimation qui donne le vertige. 50 milliards de dollars de pertes de productivité liées à ça et 80% des employés qui admettraient avoir déjà joué au travail. C'est énorme. Mais la question intéressante, c'est pourquoi? Est-ce que c'est juste de la paresse? J'imagine que non. En effet, l'analyse révèle deux causes principales, qui sont les deux faces d'une même pièce. D'un côté, il y a le bore-out, l'ennui mortel au travail. La placardisation? C'est ça. Les gens qui n'ont plus de mission intéressante. Le jeu, là, c'est pas une distraction. Il vient combler un vide existentiel. C'est une façon de rester stimulé intellectuellement quand le travail ne le fait plus. Et de l'autre côté de la pièce? Il y a le burn-out, le stress extrême, la surcharge de travail. On connaît l'expression work hard, play hard. Bien sûr. Ici, le jeu devient une soupape de sécurité, une échappatoire mentale indispensable. C'est un mécanisme de survie. Le cerveau cherche à retrouver un état d'équilibre, ce que les scientifiques appellent l'homéostasie. En gros, c'est une pause forcée pour ne pas exploser. Donc dans les deux cas, ennui ou surmenage, Le jeu est une forme de résilience. C'est une stratégie pour tenir le coup, encore une fois. c'est fascinant parce que ce sont deux extrêmes qui mènent au même comportement. Soit on s'ennuie à mourir, soit on est sur le point d'imploser, et dans les deux cas, on lance un jeu pour s'en sortir. C'est ça. Ça nous amène à notre dernier cas, et le plus inattendu pour moi, le jeu illicite du superviseur. Je pensais que c'était l'apanage des employés, ça. Eh bien non. Et l'article révèle qu'ils seraient même les plus gros consommateurs de jeux au travail. L'anecdote sur Bill Gates est absolument savoureuse. Ah oui? Dans les années 90, il était tellement accro aux démineurs, Minesweeper, qu'il les jouait sans arrêt. C'est incroyable. Le patron de Microsoft, un des hommes les plus occupés du monde, qui passe son temps sur le démineur. Au point qu'un de ses collaborateurs, pour l'aider à décrocher, a dû programmer en secret une intelligence artificielle pour réaliser un score humainement imbattable. La ruse? Mais Bill Gates a vu le score, a essayé de le battre, n'y est pas arrivé, et vexé a désinstallé le jeu. Ça en dit long sur le besoin universel de décompresser, même au sommet de la pyramide. C'est aussi une forme de résilience. Mais j'imagine qu'il y a un côté moins sympathique. Le jeu illicite du manager, ça peut être autre chose qu'une simple décompression, non? Fait froid dans le dos. Racontez. Dans une chambre de commerce, en période de restructuration, la direction a invité les employés à participer à une chorégraphie déguisée devant tout le comité de direction. Mais c'est de l'humiliation déguisée en team building. Comment est-ce qu'on peut appeler ça un jeu? C'est toute la perversité de la chose. C'était présenté comme un moment ludique, mais le message était clair. Ceux qui ne jouent pas le jeu se désignent comme des opposants à la culture d'entreprise, Et donc comme des cibles. et donc comme des cibles potentielles pour les licenciements. Refuser de danser, c'était un acte de défiance. Participer, c'était un acte de soumission. C'est un rituel de pouvoir, en fait. Exactement. L'article fait un parallèle avec des études sur les rats.
Des chercheurs ont vu que les rats dominés provoquent parfois des combats qui savent perdus d'avance avec les dominants. Et pourquoi? Leur but, ce n'est pas de gagner, c'est de performer leur soumission pour être acceptés et survivre dans le groupe. C'est un mécanisme de régulation sociale très violent. Le jeu de la chorégraphie, c'est la même chose. Un rituel pour réaffirmer qui a le pouvoir. D'accord, on a exploré ces 4 scénarios, du plus anodin au plus inquiétant. Comment est-ce qu'on relie tout ça? L'article ne nous laisse pas avec juste une collection d'exemples, j'espère. Non, et c'est là que ça devient vraiment puissant. L'auteur propose de synthétiser tout ça dans un modèle. Si on reprend nos 4 cas, on peut voir 2 axes de tension. Ok, Sur les jeux illicites, on a le subordonné qui cherche à réguler la production contre le superviseur qui veut l'améliorer. Sur les jeux illicites, on a le subordonné qui cherche la résilience contre le superviseur qui cherche à asseoir sa gouvernance. mais attendez, ce modèle semble un peu trop simple, presque caricatural. On vient de voir avec Bill Gates qu'un superviseur peut aussi chercher la résilience. Il ne colle pas dans la case gouvernance. Absolument. Et un employé peut aussi vouloir gagner en pouvoir, en influence, à travers certains jeux. C'est exactement la critique que fait l'auteur à son propre modèle. C'est trop rigide. Et c'est là qu'il le fait évoluer. Au lieu d'opposer superviseur et subordonné dans des cases fixes, il propose un graphique. D'accord, imaginez un repère avec 2 axes. L'un va de la régulation de la productivité à l'amélioration de la productivité. L'autre va de la recherche de résilience à la volonté de gouvernance. Et sur ce graphique, chaque acteur peut se placer n'importe où. Et c'est de là que vient cet acronyme, le modèle GAMER. Précisément. G pour gouvernance, A pour activité, M pour modalité, E pour efficience et R pour résilience. Mais l'important, c'est que ce n'est plus une simple description. Ça devient un outil de diagnostic. Voilà, exactement. Concrètement, si on a un manager hyper autoritaire et un employé qui joue au solitaire toute la journée, qu'est-ce que ce graphique nous dit? Eh bien, on pourrait placer le manager, disons, à un rond très haut sur l'axe de la gouvernance et de la productivité. Et l'employé, un triangle, serait à l'opposé, en bas, du côté de la résilience et de la régulation. D'accord. L'écart immense entre leurs positions sur le graphique révèle une tension extrême, une situation de conflit larvé, peut-être de harcèlement ou de placardisation. Et à l'inverse, s'ils sont proches? À l'inverse, si le rond et le triangle sont très proches, on peut supposer une relation de collaboration. Le jeu n'est plus la cause du problème ou la solution, il est le symptôme. Il devient un révélateur des dynamiques relationnelles. C'est un changement de perspective complet. On est parti d'une simple table de ping-pong pour arriver à un outil d'analyse quasi psychologique des relations de pouvoir en entreprise. C'est ça, Finalement, l'article ne dit pas si le jeu est bon ou mauvais. Il dit que c'est un miroir. c'est exactement ça. Son impact dépend entièrement des intentions, du contexte et du pouvoir de chaque acteur. Et l'auteur conclut sur une ouverture très juste. Il dit que son modèle est utile, mais incomplet, Ah ouais, parce qu'il se concentre sur la relation à 2, superviseur et subordonné. il manque quelqu'un. Il manque le 3e acteur fondamental du monde du travail, l'État. La question qui laisse en suspens est la suivante. Que se passe-t-il quand on ajoute les lois, les réglementations du travail, l'action des syndicats sur cet échiquier? Ah, c'est une excellente question. Comment est-ce que le droit du travail vient modifier les positions du superviseur et du subordonné sur le graphique du modèle GAMER? Est-ce qu'il rééquilibre le jeu ou est-ce qu'il crée de nouvelles tensions? C'est une piste de réflexion qui montre que ce sujet est loin, très loin d'être épuisé.